Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans votre émission Grand Invité qui reçoit aujourd'hui Monsieur Idriss Djabira qui est le directeur général de l'Agence pour le développement et l'encadrement des PME que nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir dans cette émission Grand Invité. Mais avant tout, je vais le laisser se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour Monsieur Djabira. Bonjour Madame Fofana, ravi d'être votre invité. Alors pour se présenter, je dirais peut-être qu'avant tout, je suis une personne de la diaspora. C'est un élément qui me caractérise. La diaspora, qui dit diaspora, dit personne aux identités multiples. C'est Amin Malouf qui parlait d'identité plurielle, de ceux qui ont effectivement plusieurs appartenances, en particulier celle d'être originaire de la banlieue parisienne, dans le 93 en France, là où je suis né, où j'ai grandi. Celle d'avoir des parents originaires de la vallée du fleuve Sénégal, du village de Diaguili plus particulièrement. Donc celle d'être un panafricain, celle d'être un soninké, celle aussi de se réclamer une personne ouverte sur le monde. Et c'est Bergson, Henri Bergson, un philosophe, qui disait d'essayer d'agir en homme de pensée et de réfléchir en homme d'action. C'est comme ça que j'essaye de me définir et de me construire dans mon intervention et dans mon parcours. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir un peu également sur votre parcours avant d'arriver au Sénégal, les entreprises que vous avez fréquentées? Vous revenez un peu sur cela. Oui, et alors je suis de formation scientifique d'abord. J'ai un magistère de physique fondamentale à l'université de Orsay, Paris 11. J'ai eu l'occasion de finir ma spécialité sur la question du pétrole à Stanford aux États-Unis. L'amélioration de la récupération du pétrole dans une roche réservoir qui s'appelle la diatomite. Je me suis ensuite intéressé aux nouvelles technologies, aux systèmes d'information, au moment du développement d'Internet, au tout début des années 2000. Et j'ai travaillé dans une société d'ingénierie informatique, Atos, à Paris, à la Défense, dans le département de gestion de la relation client. C'était des solutions de gestion de la relation client que l'on mettait en place essentiellement. J'ai poursuivi dans le conseil en système d'information, en management, dans un cabinet qui s'appelle ISIS, avant d'avoir l'opportunité d'être sollicité pour coordonner la coopération franco-malienne au Mali, dans la région de Caille. Après le sommet Afrique-France de 2005. C'était un moment particulier puisque en 2005, il y a eu de graves émeutes dans les banlieues françaises et au rang des revendications, en tout cas des messages qui passaient très fort, celui d'indiquer à la France qu'elle ne disposait pas en son sein de cadres ou de diplomates issus de l'immigration. C'est un peu comme ça qu'on m'a sollicité. J'ai accepté pour deux choses. L'opportunité de revenir sur le continent africain, la première. L'opportunité d'être dans la région de Caille, au Mali. Presque une région d'origine de la communauté soninké et donc de coordonner tous les pans de la coopération entre la France et le Mali. Après cette belle expérience, j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Interface Africa. Comme son nom l'indique, l'idée c'est de faire la passerelle, le lien entre des situations différentes, des organisations différentes. Et donc c'est un cabinet d'intelligence économique qui a pour objectif d'aider à l'ingénierie sur les projets ou à mobiliser des ressources pour les financer.
au rang des belles performances que l'on a pu avoir. Nous avons accompagné le candidat de l'époque, Macky Sall, à élaborer son programme Yoonu Yokkute. D'accord. Ensuite, on a poursuivi à accompagner la mise en œuvre, notamment des idées que l'on avait proposées dans ce programme et que le peuple a sanctionné positivement en accompagnant dans sa mise en œuvre, en étant le conseiller spécial à la primature du Premier ministre Mimi Touré, en accompagnant la mise en œuvre d'un des mécanismes qui est le FONGIP, et depuis 2017 en étant le directeur général de la DPME. D'accord. Depuis 2017, vous êtes le directeur de l'Agence pour le développement des PME. Est-ce que vous pouvez revenir également sur l'historique de la DPME, de ses missions, ses objectifs également? Tout à fait. La DPME, c'est une structure qui cette année a 20 ans, qui est née de la volonté de l'État de répondre aux attentes du secteur privé. À la fin des années 90, s'élaborait la stratégie pour le développement du secteur privé, qui sollicitait deux choses principalement: un appui en accompagnement et un appui pour l'export. C'est ce qui a conduit à mettre en œuvre ou à créer deux structures clés en 2001, l'APIX, l'agence de promotion de l'investissement, des grands travaux, mais à l'époque c'était aussi la logique de l'export. La CEPAC suivra après en 2006, et la DPME, l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. L'agence a comme ancêtre d'autres structures d'accompagnement du secteur privé ou des entreprises, qui sont la SONEPI, la Société nationale de promotion industrielle dans les années 70, qui accompagnait la politique d'industrialisation du pays. On peut dire qu'elle a cette même filiation. L'objet central de la DPME, c'est d'accompagner les PME qui en font la demande ou qui bénéficient de prêts de l'État. Donc de les accompagner dans leur processus de croissance pour les aider à être plus compétitifs. Et on a, à côté de cet objet, mission principale, deux autres missions qui sont de densifier le tissu des petites et moyennes entreprises, notamment aider à ce que davantage d'entreprises se créent, davantage d'entreprises se formalisent et renforcer leur compétitivité. Donc voilà un peu les missions et la genèse de la DPME aujourd'hui. D'accord. En 2019, 97% des 407 entreprises recensées au Sénégal étaient des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, on est en 2021. Quelles sont les statistiques aujourd'hui recensées? Alors effectivement, les chiffres que vous mettez en exergue viennent du premier recensement général des entreprises qui s'est tenu en 2016, qui a été réalisé par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. On a souvent des enquêtes démographiques pour dire comment évolue la population ou des recensements, mais c'est le premier recensement des entreprises au Sénégal. Et je pense que dans la sous-région ou Afrique subsaharienne, seul le Cameroun avait, je crois, eu l'occasion de faire un recensement de ces acteurs économiques. Donc c'est extrêmement important parce que là, ça vous donne de manière plus fine qui sont après les individus, les acteurs les plus importants, parce que ce sont ceux qui créent la richesse et créent l'emploi. Et effectivement, c'est un peu plus de 408 000 unités économiques localisées, c'est-à-dire entreprises. On ne compte pas les ambulants, on ne compte pas les acteurs agricoles, parce qu'on serait peut-être à plus de 2 millions, mais les acteurs qui sont sur une surface fixe, c'est ce qu'on appelle l'unité économique localisée. Et parmi ces entreprises recensées, en fait, vous avez 99,8% qui sont des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire qui ont moins de 2 milliards de chiffre d'affaires. Actuellement, en 2021. Oui, les chiffres n'ont pas véritablement... Les volumes sont tellement importants que l'on est globalement toujours à ce volet-là. Il faudrait
peut-être dans les recensements à venir, voire, mais globalement, on est à peu près à quasiment 99,8% des entreprises qui ont moins de 2 milliards de chiffre d'affaires. Et de ces entreprises, de ces 408 000, 97% sont dites informelles, c'est-à-dire n'ont pas d'état financier au sens du Cisco-A. Elles sont connues, elles peuvent avoir un numéro d'identification, un registre de commerce, une carte de commerçant, une carte d'artisan, parfois même un compte, mais elles n'ont pas d'état financier au sens du Cisco-A. Et c'est ce qu'on appelle l'entreprise informelle. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les états financiers sont aux entreprises ce que la carte d'identité ou le carnet de santé est à nos enfants pour savoir comment est-ce qu'ils... C'est la garantie, on peut dire. Absolument, c'est la garantie ou c'est son passeport, son état de santé de l'entreprise. Et donc ça signifie essentiellement que une grosse partie des entrepreneurs n'ont pas forcément les outils pour savoir comment est-ce qu'ils se comportent, comment ils sont compétitifs ou pas, comment est-ce qu'ils gèrent leur stock, leur trésorerie, comment est-ce qu'ils gèrent leurs ressources et les ressources de l'entreprise. Souvent vous avez confusion. Et tous ces éléments, lorsque vous ne les avez pas de manière suffisamment précise, ça vous empêche notamment de grandir, mais d'être connu ou reconnu et que l'on vous fasse confiance, notamment les acteurs financiers ou les donneurs d'ordre. D'accord, ce sont des défis à relever. Et maintenant, comment faire pour relever ces défis-là? Alors c'est le cœur de notre activité et du nouveau plan stratégique de développement de l'ADPME, après celui mis en œuvre de 2016 à 2020 avec succès, puisque on a un contrat de performance avec l'État du Sénégal pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Nous avons travaillé pendant 2 ans à la mise en place de ce nouveau plan stratégique qui a pour principal objectif de pouvoir positionner l'agence comme tiers de confiance sur l'écosystème entrepreneurial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de pouvoir traiter l'information, aider les entrepreneurs à fournir des informations de qualité sur leur activité, pour eux-mêmes d'abord, et pour leur permettre d'accéder aux partenaires dont ils ont besoin pour grandir, notamment les institutions financières ou bancaires, ou bien les donneurs d'ordre. C'est ça le défi et le positionnement stratégique de l'agence. Et pour y arriver, on place au cœur de notre activité la notation, le scoring, qui permet de donner le profil risque des entreprises et d'avoir une mesure étalon pour l'entrepreneur, mais aussi pour son écosystème, c'est-à-dire les institutions financières, les marchés et autres, pour apprécier la capacité d'une entreprise à rembourser les prêts qu'on pourrait lui faire ou à exécuter des projets qu'on pourrait lui donner. Nous avons déjà eu un premier pilote avec notre outil de rating de 2016 à aujourd'hui, 2019-2020. Nous avons évolué sur sa deuxième version. Plus de 300 entreprises qui sont au système normal, c'est-à-dire qui ont plus de 60 millions de chiffre d'affaires, ont eu l'occasion de se noter. Ça nous a donné la possibilité d'apprécier les données que l'on pouvait produire sur une entreprise et de faire le lien avec les institutions financières. Et effectivement, les institutions financières ont besoin de ce regard et de ces outils. Ça a montré leur pertinence, ça a montré leur robustesse pour qualifier le profil d'une entreprise. Maintenant, l'enjeu, c'est de passer à l'échelle.
de 2021 à 2025, comment est-ce que nous pourrions avoir 5000 entreprises qui soient scorées, donc parmi celles qui sont au système normal, et pour les entreprises qui sont au système minimal, c'est-à-dire qui ont moins de 60 millions de chiffre d'affaires, système minimal de trésorerie, notre défi c'est de pouvoir avoir 50 000 entreprises qui puissent avoir des états financiers au sens du CISCOA. Donc on passerait de 3% aujourd'hui d'entreprises dites formelles à 15% si notre défi est relevé. Des acteurs majeurs nous accompagnent, notre ministère de tutelle bien évidemment, le ministère des Finances, le ministère de l'économie, la Banque mondiale en particulier, au travers un appui dans ce guichet formalisation. Et on a bon espoir que les autres partenaires vont venir poursuivre la confiance qu'ils accordent à l'agence pour relever ce défi de formaliser massivement et de rendre plus compétitives nos entreprises. D'accord. Et par rapport à l'assistance technique aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur le pourcentage du nombre d'entreprises qui ont été assistées techniquement? Parmi les entreprises, si je prends la période 2016-2020, c'est-à-dire notre dernier plan stratégique, on a plus de 30 000 entreprises qui ont bénéficié d'un accompagnement ou d'un service de l'ADPME au travers les partenaires, c'est-à-dire on met dedans de la formation, on met dedans de la promotion entrepreneuriale, vous mettez de l'assistance pour se normaliser ou pour obtenir une certification, des formations en comptabilité, en calcul de coûts, en accès à des marchés publics. Donc vous avez une palette très large d'interventions de l'agence sur l'ensemble du territoire national, et cela notamment grâce à la confiance que nous accordent nos partenaires, Banque mondiale, mais je peux citer aussi la coopération allemande, la GEZ, coopération technique allemande, l'Agence française de développement, l'Union européenne, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, la BAD, la Banque africaine de développement, notamment ONU Femmes et d'autres. C'est aussi 18 milliards de francs CFA qui ont pu être mobilisés auprès des institutions financières. Nous aidons les entreprises à accéder à du financement en faisant en sorte que le dossier soit crédible, soit bancable. Nous avons formalisé plus de 3700 entreprises sur cette période 2016-2020 et plus de la moitié de ce chiffre on l'a sur les 2 dernières années. Voilà en gros parmi les chiffres clés. Mais encore une fois, le défi pour nous, c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire scoring universel, faire en sorte qu'on ait davantage d'entreprises qui aient leur carnet de santé financier, d'une part, assistance technique universelle, faire en sorte que les entreprises puissent être accompagnées dans leur renforcement technique, parce que souvent pour une entreprise, c'est pas forcément la priorité. On se dit il y a les salaires, il y a un certain nombre d'investissements, et accéder à l'assistance technique, on le met en œuvre l'ADPME de manière très originale, mais qui marche dans le monde entier. Ça s'appelle avec le fonds à frais partagés. C'est de la subvention pour prendre en charge une partie du montant que l'entreprise devrait dépasser seule pour accéder à l'expertise d'un expert comptable, d'un ingénieur, ou de prendre en charge des déplacements, etc. D'accord, ce sont les mécanismes que vous avez mis en place pour l'accompagnement des PME pour l'obtention du financement. De l'obtention du financement, mais encore une fois, je dis souvent que le financement n'est pas la seule demande des entreprises. Mais c'est d'ailleurs la plus grande difficulté ou problématique pour les PME. En fait, c'est la problématique qui est le plus mise en avant. Mais ce n'est pas forcément
la plus grande des problématiques. Je fais souvent la comparaison du financement avec celle de la fièvre d'une personne. Lorsqu'on est malade, tout le monde a la fièvre. Oui. Mais tous les médicaments pour faire baisser votre fièvre ne sont pas forcément du Doliprane ou du paracétamol. La fièvre, elle peut être due à un problème à l'estomac, elle peut être due à un virus qui vous attaque, elle peut être due à une jambe coupée ou à autre chose. Le symptôme, c'est presque toujours la fièvre. La cause, c'est différent. Le financement, c'est souvent le symptôme de votre activité, mais c'est pas forcément la cause. Ça n'est pas forcément la cause. La cause, ça peut être la mauvaise gestion de votre personnel. Ça peut être la mauvaise définition de votre produit. Ça peut être la mauvaise qualification, comment dire, des besoins pour votre produit, le mauvais accès à un certain nombre de marchés, les difficultés qui sont liées au stockage de ce que vous avez. J'étais dans la vallée du fleuve, par exemple, vous avez des magasins de stockage, mais il n'y a pas forcément de palettes, donc ça va prendre l'humidité, vous allez perdre peut-être 20, 30, 50% de votre production. C'est pas de l'argent, c'est des techniques de stockage. Vous pouvez avoir la même problématique en matière de techniques de production, vous pouvez avoir les mêmes problématiques pour des techniques de transformation. Vous pouvez avoir ces mêmes problématiques sur la qualité du processus que vous utilisez pour vous transformer ou pour être reconnu par des potentiels clients. Vous voyez, ce sont autant de problématiques qui peuvent amener le dirigeant à dire j'ai un problème d'argent. Mais avant ce problème, c'est la gestion de la structure, c'est la gestion de sa comptabilité, c'est la gestion de sa ressource humaine, c'est la gestion de son processus de production, c'est la gestion de son marketing, c'est la gestion de ses stocks, c'est la gestion autant de difficultés. Donc vous voyez toutes ces difficultés, elles sont souvent peut-être presque prioritaires par rapport à celles qui sont relatives au financement. Mais tout le monde va vous dire j'ai un problème d'argent. Ouais. Alors que lorsque vous venez diagnostiquer l'entreprise, et c'est pour ça qu'on s'appelle ou on se veut les coachs des futurs champions, le coach d'abord il vous diagnostique. Quelles sont vos compétences? Où est-ce que vous en êtes? Quelle est votre santé économique? Avant d'arriver dans l'économie, il y a une dimension qui est la dimension financière. Mais votre santé économique, elle va permettre de voir peut-être que vous n'avez pas l'emplacement qu'il faut, vous n'avez pas la stratégie qu'il faut dans votre activité. Ça, c'est le business model autour desquels vous allez faire le business plan pour savoir comment est-ce que vous allez gérer de l'argent, rembourser ou bien emprunter. Et l'entrepreneur doit passer par tout ce processus-là. Et l'entrepreneur doit se doter de tous ces outils. C'est important de les avoir. On dit souvent qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Pour savoir où vous allez, il faut pouvoir construire le plan de votre activité. Même si votre chemin peut changer au fur et à mesure, vous allez peut-être rencontrer un fossé, une rivière, un fleuve, une montagne qui va peut-être vous amener à dévier, comme la Covid a conduit des entreprises à réorienter leur activité. Mais il vous faut le plan de développement de l'activité. Il vous faut un guide, un cheminement. Il vous faut travailler sur votre produit. Il vous faut connaître vos clients. On peut les connaître comme cela, mais à un moment, il y a une dimension stratégique dans chaque activité entrepreneuriale qui est absolument nécessaire et qui va constituer votre tableau de bord. Et ensuite, ce tableau de bord va vous permettre de résoudre des problématiques qui sont potentiellement des problématiques de qualité, de productivité, de positionnement par rapport au marché et à la concurrence, et bien évidemment de financement. Mais lorsque vous êtes bien positionné, le fait d'avoir une promesse d'achat d'un client peut vous permettre de mobiliser des ressources. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent et qui me disent « Oui, mais moi j'ai besoin d'un financement parce que si on est dans le secteur de la production audiovisuelle, il faut que j'achète ma caméra, il faut que j'achète
faut que j'ai mon studio, il faut que je prenne le preneur de son, le caméraman, etc. avant de produire. Alors que souvent, ils ont de la compétence et ils peuvent se voir commander un reportage sur, par exemple, les femmes dans la vallée du fleuve Sénégal, et sur la base de cette commande, aller peut-être mobiliser les ressources pour d'abord louer la caméra, louer le preneur de son, louer le matériau dont ils ont besoin et faire la première production. À bout de 2, 3, 4 productions, vous avez un carnet d'adresses, vous avez une expertise, vous avez une rentrée qui devient plus régulière, vous avez la possibilité ensuite d'investir sur votre caméra et de vous installer. Mais souvent, donc le problème n'est pas que financier, mais c'est les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir s'en sortir. Absolument. Et c'est cette pédagogie qu'il faut avoir, c'est cette éducation financière qui est nécessaire d'avoir lorsqu'on entreprend. Est-ce que vous faites également des renforcements de capacité pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise? C'est une grosse partie justement de l'activité que l'on mène. On sensibilise, on donne de l'information, on capacite les acteurs sur ce que nous on appelle effectivement le b.a.-ba, l'élément essentiel pour entreprendre. Faut savoir où on est, faut avoir un minimum de business model de son activité ou de celle que l'on va mener ou de celle qu'on mène déjà pour définir le cheminement qui doit être le nôtre. Bien évidemment, il y a aussi des outils que l'on est amené à développer. J'ai parlé de la notation, du scoring, j'ai parlé du fonds à frais partagés pour subventionner. Je peux parler des formations que l'on fait, notamment avec le 3FPT notamment, ou des sessions. Est-ce que ces formations ont des coûts? C'est payant? Souvent, ils sont aussi à coût partagé, c'est-à-dire que pour une grosse partie, c'est quasiment 90%, voire 95% du montant qui est pris en charge par l'agence avec l'appui de ses partenaires. Donc pour l'entrepreneur, c'est des montants qui sont très faibles. Mais il y a aussi d'autres outils, comme le concours de business plan. On est actuellement dans la finalisation de la 2e édition du concours. Ça aussi, c'est un moyen d'appuyer des entrepreneurs sélectionnés, les meilleurs, pour leur octroyer des subventions, apporter une réponse à du besoin de financement avec de l'accompagnement technique. Voilà, donc en fait la DPME accompagne l'entrepreneur tout au long du stade de vie avec différents outils, services et en lien avec les acteurs de l'écosystème, privé et public. L'idée et notre cœur de métier, c'est d'être un peu le médecin de famille, indiquer quelle est la problématique de l'entreprise, quelle est la situation où il est, comme un coach, où est-ce que vous en êtes, et vous aider à construire votre plan d'entraînement pour vous renforcer et pour devenir un futur champion, ou pour contourner les obstacles qui parfois, trop souvent, apparaissent uniquement comme le besoin d'argent, alors qu'en fait, il y a d'autres manières de le faire. Je citerai une entrepreneur qui l'a dit elle-même, que l'on a accompagnée depuis très longtemps. C'est la marque Zena Exotic Fruits, que l'on connaît, qui fait des confitures, qui fait des choses extraordinaires. Et elle disait que le moment le plus fondamental dans l'évolution de sa structure, c'est ce qui a permis d'avoir la certification qualité du produit qu'elle faisait. Parce qu'à ce moment-là, elle a pu accéder à des marchés qui étaient des marchés auxquels elle n'avait pas accès, des marchés à l'international, des marchés au niveau de la grande distribution, etc. Et donc, vous pouvez, quand vous subventionnez un acteur pour accéder à de la certification, ça vaut dans le sel, ça vaut dans d'autres domaines d'activité. Vous voyez que ce n'est pas en tant que tel le financement qu'il a obtenu, mais c'est la qualité de ce qu'il fait qui a été mis en exergue. Et beaucoup des entrepreneurs que l'on accompagne ont des qualités incroyables. Il faut mieux les valoriser et mieux les mettre au standard de ce qui est attendu pour accéder à des nouveaux marchés. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de votre travail?
On est dans un écosystème aussi un peu concurrentiel, comme on dira au Sénégal. Il y a beaucoup d'acteurs. L'enjeu, c'est peut-être la coordination des actions des différents acteurs. Je parlais en préambule de la SONEPI, dans les années 70, la Société nationale de promotion industrielle. Il se trouve que la SONEPI disposait à l'époque de deux mécanismes, un mécanisme de garantie et un mécanisme de prise de participation. La SONAGA et la Sofizedit. Mais que ces mécanismes étaient subordonnés à l'étude de l'entreprise et des besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que je crois qu'on a réussi à mettre et à couvrir tous les mécanismes qui étaient nécessaires pour l'entreprise. Avant 2012, la garantie n'existait pas. Le FONGIP a été mis en place. Il n'y avait pas de mécanisme de prise de participation. Le FONSIS avait mis en place. Il n'y avait pas de banque dédiée aux PME qui en font le cœur de leur activité. La BNDE a été mise en place. Il n'y avait pas de mécanisme de financement pour des publics particuliers. La DER, FJ a été mise en place. Donc, je crois qu'on a couvert l'ensemble. Je peux parler aussi actuellement de la mise en place du système de récépissé d'entrepôt. Donc, on a les mécanismes. Maintenant, l'enjeu, c'est l'alignement de ces mécanismes. Le processus qui permet d'être complémentaire dans nos activités, qui permet de donner de la lisibilité à un entrepreneur, que ce dernier n'ait pas à taper toutes les portes pour savoir comment être appuyé, que ces derniers puissent avoir une feuille de route où nos actions sont complémentaires et ne sont pas séparées les unes des autres. Je pense qu'on y arrive à la faveur des instructions du chef de l'État, notamment de territorialiser les politiques publiques, de mettre en place des pôles emploi entrepreneuriat, mais je pense que c'est le principal défi que l'on a à relever. Le deuxième peut-être, je dirais, c'est celui du paradigme de la PME. Je dis souvent que quand on parle d'entreprise ou d'entrepreneuriat, on est amené à parler en utilisant des mots différents suivant les acteurs, les secteurs. Une fois on va parler du développement de la filière tomate, une fois on va parler de l'investissement, une fois on va parler du secteur de l'agriculture, une autre fois on va parler peut-être d'export. Ce que la Malaisie a fait, ce que les autres pays, c'est de mettre au cœur de leur politique la PME. Donc tout se pense au travers du bénéfice à la PME. Et c'est ça qui permet de faire l'articulation. Et donc on a un paradigme qui est cristallisé, on n'a pas une manière de voir l'entreprise différente en fonction des acteurs. Et ça, je crois que c'est aussi un défi que l'on a à relever pour avoir plus d'impact dans l'accompagnement de nos entreprises. La Covid-19 a impacté vos activités en quelque sorte? Et on a réalisé une enquête très vaste en mai 2020, donc 2 mois après les mesures pour réduire la propagation. On l'a appelé Ars ou Newcomcom, une démarche pour protéger les entrepreneurs. Plus de 830 entreprises sur l'ensemble du territoire de toutes les régions y ont répondu et ils ont dit des choses extrêmement intéressantes. Comment la Covid les impactait, comment en gros 90% des entrepreneurs avaient été très affectés ou affectés par cette Covid. Ça veut dire plus de 30% du chiffre d'affaires qui est perdu. Et donc le concours par exemple de Business Plan, la 2e édition, elle vise à apporter des subventions justement aux entreprises affectées et qui ont subi les problématiques de la Covid, ses effets. Et donc on a pu choisir, sélectionner les meilleurs, 145 lauréats, pour les subventionner, pour que ces derniers puissent relancer leur activité et puissent préserver en tout près de 2900 emplois au travers la subvention et l'accompagnement technique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est fini pour Grand Invité. Je vous laisse donner votre dernier mot. Merci pour cette invitation. J'aime la phrase de Kennedy
appelait les Américains, mais je dirais ici pour recontextualiser les Africains, les Sénégalais en particulier, à pas se demander ce que leur pays ou leur continent peut faire pour eux, mais à se demander ce que eux peuvent faire pour leur pays. En tant que membre de la diaspora, ce sont souvent les questions qu'on se pose, c'est les questions que les entrepreneurs se posent. Et je pense que c'est la manière qui peut permettre à nos pays de se développer et de retrouver la place qu'ils ont eue jadis dans les grands empires qui ont fait la renommée de l'Afrique et qui ont fait rayonner l'Afrique de par le monde. Mesdames et messieurs, c'est fini pour Grand Invité d'aujourd'hui. Nous avions l'honneur de recevoir monsieur Idriss Diabira, qui est le directeur général de l'Agence pour le développement et l'encadrement des PME. Merci beaucoup à mes téléspectateurs d'avoir suivi et excellente suite de programme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Grand Invité.